Bonsoir à tous, le magazine Santé et Spiritualité tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant 95.2 FM, ici-maintenant.com pour nous écouter via internet. Bonsoir à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur 95.2, la radio Ici Maintenant, Paris-de-France, ici-maintenant.com pour nous écouter, nous regarder via Internet, le magazine Santé et Spiritualité, tous les jours de la semaine, 17h30, 19h. L'occasion ce soir d'aborder l'enseignement, s'il en est, de Boris de Bardot, avec Louis Boisson, ainsi que Lumila Desbardeaux, qui est en retard, mais qui arrivera d'ici quelques instants. En tout cas, Louis peut aisément nous en parler, puisque Louis, vous collaborez avec Lumila. L'occasion pour nous d'approfondir ce qu'est l'enseignement de Boris Desbardeaux. Louis, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Très heureux de vous accueillir, Louis. Oui, merci. Alors, ce n'est pas la première fois que vous venez dans le cadre de cette émission, c'est la troisième avec Lumila, mais en l'occurrence, avec vous, c'est aussi la deuxième. Voilà. L'occasion donc d'approfondir, comme je le disais, ce que Boris Desbardeaux a eu l'occasion de transmettre comme enseignement. Je vous laisse donc peut-être le présenter, que l'on voit un petit peu qui était le personnage, ce qu'il a eu l'occasion de livrer. Voilà, alors donc le présenter, évidemment, Lumila le présenterait plus facilement que moi, puisque c'était son époux. Hein. Donc Boris était danseur, prof de yoga, photographe, et donc passionné de médecine douce, hein, acupuncture, homéopathie. Et donc il voulait absolument donc, faire son chemin, son évolution spirituelle dans cette vie-là. Donc il a mis les forcings pour arriver et développer donc tous ces sens-là. Donc il a eu la Kundalini et grâce à l'homéopathie, l'acupuncture, il a réussi à contrôler les effets négatifs ou désagréables et dangereux de cette montée d'énergie qu'il a eue. Donc grâce à l'acupuncture, à l'homéopathie. Et il passait un enseignement, il recevait directement donc, des gestes à faire, des postures à faire qu'il donnait à ses élèves. Et petit à petit, un de ses élèves lui a dit « Mais ça, Boris, ça fait partie de l'Égypte. » Et donc Boris, à partir de là, avec Lumila, s'est penché sur l'Égypte. Et tout son enseignement donc, est basé après sur l'enseignement des pharaons, sachant qu'il est d'origine assyrienne. Hein, donc voilà, donc pour lui, c'était dans ses gènes. Hein, tout à fait. Donc moi, alors je dis nous parce que bon, j'ai toute fait ma démarche avec mon épouse Monique. On l'a rencontrée en 82 et on a commencé en 83. J'aimerais savoir justement comment en 82, enfin toutes ces différentes pratiques, on ne peut pas dire qu'elles étaient absentes totalement en France, mais elles étaient très minoritaires. Aujourd'hui, ça foisonne et il y a plein de pratiques, de techniques qui nous viennent d'Asie, reprises par les Occidentaux, modifiées, arrangées, mis au goût du jour, si on peut dire. Comment, en début des années 80, un couple comme vous l'étiez avec votre femme pouvait s'intéresser à ces sujets-là? Qu'est-ce que vous cherchiez? Alors ce que je cherchais, en fin de compte, je ne sais même pas trop ce que je cherchais à l'époque. Je savais que je devais rencontrer quelqu'un pour me former. J'avais fait un peu de yoga avant, beaucoup de lectures aussi sur le Tibet. Hein, donc j'avais une attirance. Et donc en 82, suite à une conférence chez un médecin anthroposophe, je savais que ma démarche, mon chemin était avec Boris et Lumila. Je ne savais pas combien de temps, hein, bien sûr. Mais c'était, de toute façon, avec moi, c'était tout ou rien. Donc, nous avons entrepris toute la formation. Donc, ça a duré 3 ans, 5 ans, je ne me souviens plus exactement. Hein, ça commence à remonter. Et après, j'ai eu la chance et la joie d'enseigner la méditation et la pédagogie auprès de Boris de Bardot. D'accord. Alors, comment est-ce que vous pourriez un peu décrire l'homme? Qu'est-ce qui vous a séduit dans ces différentes pratiques, et notamment dans ce qu'il pouvait dégager ou émaner de cet homme? Avoir une montée de Kundalini, bon, c'est une chose, et effectivement, ça peut être relativement dangereux si le réceptacle qu'est le corps humain ou l'être n'est pas prêt à accueillir cela.
Alors, puisque vous l'avez rencontré apparemment après qu'il ait eu l'occasion de vivre cette Mhm. expérience, comment vous décririez l'homme et qu'est-ce qui vous a interpellé au point de rester? Parce que, encore une fois, toutes sortes de pratiques ou de techniques sont proposées par des thérapeutes et ce n'est pas pour autant qu'on décide d'aller suivre le cursus dans son entièreté. On peut s'arrêter en cours de route parce que X raisons. Alors, c'est pas l'homme qui m'a attiré, c'est le couple. C'est-à-dire Ludmilla et Boris. Hein, je pense qu'ils avaient fondé donc la MCE à l'époque, hein, l'automédecine corps-esprit, et c'est le couple qui nous a attirés tous les deux. Hein. Donc une démarche de couple. Boris, bien sûr, c'était plus le côté développement des sens spirituels, que je connaissais pas du tout à l'époque. Hein. J'étais ignare pratiquement complet. Je découvrais. Et Ludmilla, c'est tout le côté médical et scientifique. Hein. Et c'est ça qui nous a attirés, c'est-à-dire d'un côté il y avait le côté scientifique, sensibilité, et l'autre côté il y avait le côté énergétique, et c'est essentiellement ça qui nous a attirés. Alors, qu'est-ce que pour vous a été le plus surprenant dans peut-être justement ces mises en pratique et des observations que vous avez pu effectuer sur votre couple, vous et votre femme? Alors le plus surprenant, c'est un enseignement très simple. Hein. Donc c'est vrai qu'apparemment on marchait comme ça, et le plus surprenant aussi, c'est l'autonomie. C'est-à-dire, effectivement, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a rebaptisé cette année la MCE, donc Association du mouvement corps-esprit, puisque c'est être en action, être en mouvement. Hein. Boris, on avait tout un programme qu'on faisait ou qu'on faisait pas. Nous, on a fait le choix de faire quotidiennement, hein, à travailler une heure et demie quotidiennement. Donc ça, c'est un choix personnel, en plus, bien sûr, de l'activité quotidienne. Hein, mais c'est un choix personnel. Hein. Et ce qui était passionnant, c'est Boris nous disait rien, il nous disait de faire, mais il ne nous disait pas ce qu'on allait découvrir. Hein, il nous parlait des cinq sens, il nous parlait de l'œil d'Oudjat, de la plume de Math, de l'Égypte et tout ça, mais sans nous dire vous allez obtenir ça, ça doit être comme ça, etc. Puisque le développement des cinq sens, c'est individuel, et chacun va avoir des perceptions tout à fait différentes au niveau de l'oreille, au niveau du toucher, et puis après, bien sûr, de la vue. Hein. Et oui, et c'est ça qui est intéressant, c'est que nous sommes tous différents et quand bien même, alors ça dépend peut-être aussi de l'assiduité, hein, Tout à comme fait. vous l'avez Mm. précisé, votre engagement Mm. a été relativement entier, hein, 1 heure et demie par jour, il faut quand même le faire. Et puis de voir les effets que cela implique dans l'évolution de votre, j'allais dire, sensibilité, puisque si l'être humain est un être doué de sensibilité, c'est aussi au travers de ses cinq sens. Donc, comment est-ce que on peut, j'allais dire, éveiller, réveiller des sens qui sont là déjà depuis la naissance? Alors, qu'est-ce que ça implique? Alors, ça implique, bon, bien sûr, méditation, marche pharaonique, mais c'est surtout l'application dans le quotidien. En fin de compte, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que la moindre occasion, hein, c'était de travailler entre autres avec les mains, hein, et que ce soit pour choisir une route, pour choisir une pomme, j'ai utilisé tout le temps. Hein. Et j'ignorais ce que j'allais découvrir. Hein, Boris nous en parlait des cinq sens et tout ça, mais j'ignorais ce que j'allais découvrir. Hein, puisqu'il nous mettait en position d'observateur. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'en fin de compte, j'ai appliqué pratiquement à la lettre son enseignement, tout en étant observateur de ce qui allait se passer en moi et de ce qui s'est passé en moi. Et c'est ça qui est merveilleux en fin de compte. À l'heure actuelle, dans les stages qu'on fait, là, je demande de rajouter 10 minutes de méditation et 10 minutes de marche en plus dans la vie quotidienne des gens qui viennent suivre nos stages. C'est tout. Hein. Le reste, eh bien, j'essaye que ce soit dans les gestions des émotions, dans les vibrations, toucher, etc., de l'introduire simplement dans la vie quotidienne. Hein. Alors, vous avez précisé quelque chose d'important et d'intéressant, en même temps c'était très rapide. D'utiliser vos mains pour choisir une pomme, pour choisir une route. Alors qu'est-ce que ça implique? Bah, ça implique tout simplement d'être neutre. Je sais que la première fois que je passais les mains sur n'importe quoi pour faire un choix, je me suis jamais posé de questions. La première impression, j'ai considéré que c'était la bonne.
hein. Puisque ce qui arrive souvent, c'est lorsqu'on passe la main régulièrement sur plusieurs pommes, le taux, enfin la vibration des objets ou des pommes va se mettre à vibrer et tout va sonner. Donc, moi, j'ai fait confiance à mon être intérieur sans me poser de questions. Et dès que j'avais l'impression de sentir quelque chose, parce qu'au début, c'était simplement tactile, eh bien, je prenais la pomme, je prenais les granules homéopathiques, enfin bon, parce que on l'a beaucoup utilisé. Bon, Boris utilisait beaucoup ses cinq sens pour le côté médical, hein, que ce soit l'acupuncture, l'homéopathie et tout ça. Donc, on a fait de même aussi, hein, et donc, tout simplement. Et c'est venu, l'oreille est venue enfin rapidement. Je ne sais pas, je suis très fâché avec les dates, donc je ne vais pas dire quand, mais très fort tout d'un coup. Enfin, à la fin d'une méditation, mes mains en passant devant mes chakras, que je connaissais même pas d'ailleurs, eh bien, ça s'est mis à sonner au niveau de chaque chakra. J'ai fait le tour de la pièce en demandant ce qui se passait. C'était tellement fort que je me suis demandé ce qui se passait. Et depuis, bah, c'est toujours resté à la même intensité. Alors, j'aimerais encore une fois revenir sur ce que je mettais en perspective. Nous naissons, nous avons nos cinq sens. Voilà. Bon. Euh, Si vous avez suivi cet enseignement, qu'est-ce qu'il implique? Est-ce qu'il implique de redécouvrir, de nettoyer ces cinq sens, comme si peut-être l'enfant que nous étions a une hypersensibilité. On dit qu'un enfant est une éponge. Donc qu'est-ce qui se passe durant cette progression vers l'âge adulte, au point que l'homme que vous étiez avec votre femme décide de redécouvrir, si je puis dire, ces cinq sens à travers l'enseignement de justement Boris Desbardeaux. Alors, on va voir par la suite les différentes techniques. Mmh. Ce que j'aimerais que vous puissiez nous expliquer, c'est le process. Donc, est-ce qu'il s'agit de redécouvrir? Est-ce qu'il s'agit de développer, d'amplifier? De quoi on parle? Bah, c'est d'éveiller ou de réveiller, puisque nos sens sont là, mais pris par l'activité quotidienne et par nos sens physiques, en fin de compte, eh bien, ils sont complètement oubliés ou non écoutés, hein, parce que je pense que de temps en temps, on a et- un cinquième sens ou sixième sens, des fois, comme on dit, mais moi, on est dans une société où on évitait, peut-être qu'on écoute un peu plus maintenant, mais on évitait d'écouter nos cinq sens. Et puis l'éducation, bon, que ce soit des parents, des éducateurs, etc., euh, nous empêche d'être à l'écoute de ces cinq sens. Hein, alors qu'effectivement, c'est quand même inné, c'est quand même présent en nous, hein, mais c'est en fonction des personnes, bien sûr, c'est quand même oublié. Donc là, c'est plus un éveil ou un réveil de ces cinq sens qui sont parallèles aux cinq sens physiques qui fonctionnent en même temps, en fin de compte. Alors, parallèle, donc, est-ce qu'ils portent des noms, ces cinq sens? C'est les mêmes, hein, c'est l'ouïe, c'est l'oreille, enfin l'ouïe et l'oreille, c'est la même chose, hein, Oui, tout à d'accord. fait. Hein, C'est pas... enfin l'odorat, bon, c'est évidemment ces deux sens de l'odorat et le goût, hein, comme les sens physiques, hein, on parle très peu ou c'est un faible pourcentage par rapport aux autres sens. Même si il y a un aura, enfin il y a un odorat subtil, hein, qui peut se développer, hein, si on est vraiment à l'écoute de ce qu'on respire. Hein, au niveau des chakras, par exemple, eh bien, les parfums ne sont pas tout à fait les mêmes au niveau de chaque. Hein. Alors, je ne peux pas le décrire parce que j'ai pas de nom à mettre, mais j'ai fait l'expérience en méditation il n'y a pas très longtemps, et effectivement, il y a une odeur, il y a quelque chose qui est différent. Alors, quel mot mettre, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de différent. Alors, j'allais dire, qu'est-ce que cela vous permet? C'est peut-être stupide, hein, la question de elle-même. Moi, je ne sais Euh, pas s'il y a des questions stupides, mais enfin. mais c'est pour ça que je vous la pose quand même. Oui. Ça me permet beaucoup de choses, hein, puisque le fait d'avoir fait les marches, la méditation, ça m'a permis de travailler et sur le corps, sur le mental et sur l'émotionnel. Ce qui fait que petit à petit, d'un individu qui était plutôt ours, colérique, enfin je ne veux pas donner tous mes travers que j'avais à l'époque, qui de temps en temps
sont peut-être encore là, hein, eh bien, ça m'a permis d'évoluer. Et je pense que ça permet aussi d'augmenter le taux vibratoire de nos cellules, de notre corps. Et je pense que l'avenir, enfin, ou le nouvel être humain aura un taux vibratoire, s'il veut survivre au niveau terrestre, un taux vibratoire supérieur à ce qu'il est à l'heure actuelle. Donc, marche pharaonique, méditation, c'est une des techniques qui peut permettre l'élévation de ce taux vibratoire. Alors oui, parce qu'on parle de marche, on parle de concentration, de méditation, de vibration, de respiration, autant de manières apparemment de développer ces cinq sens, ou en tout cas pas tant de les développer, mais d'être plus à l'écoute ou de les redécouvrir. Euh, Comment est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs que nous soyons à ce point-là euh, dans une sorte de non-écoute du corps et de tous les différents sens qui nous permettent ces perceptions? Alors, il y a peut-être un reflux de l'incarnation aussi, hein, puisque l'évolution spirituelle passe par le corps, et beaucoup de gens sont dans le mental ou dans l'émotionnel, et puis on oublie totalement le corps physique. Et le corps physique, en fin de compte, notre âme a choisi un véhicule, et c'est à nous d'entretenir ce véhicule, hein, si on veut qu'elle reste dans ce véhicule. Et bon, c'était un peu l'objet de l'émission précédente, hein. On a parlé de plein de techniques pour s'occuper de notre corps physique. Et je pense que ça vient de là, c'est que on a totalement, par notre éducation, par plein de choses, hein, mais on a complètement oublié l'essentiel, c'est-à-dire penser à soi et de faire des choses qui apportent des valeurs ajoutées à soi. Alors, lorsque vous parlez de méditation ou de marche, en quoi ces différents outils, de prime abord, comme vous l'avez précisé quand vous avez commencé avec Boris de Bardot, c'est des choses simples dont on parle. Alors, Voilà. comment des choses aussi simples pourraient nous permettre de rentrer beaucoup mieux en contact avec les sensations de notre corps? Alors déjà, ces choses simples sont à rythme lent. C'est-à-dire donc on est dans une vie trépidante où il faut tout faire très très rapidement. Là, on rentre dans des rythmes très 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 lents et dans les marches ou dans la méditation, régulièrement, donc on touche l'énergie, que ce soit de la terre, du ciel, mais aussi de notre voïde de lumière. Et donc ça permet petit à petit de développer ces sens-là. Et l'ensemble, c'est les yeux ouverts, hein, donc ça permet de capter les photons ou les particules de lumière ou les électrons qui sont porteurs de mémoire, que ce soit passé ou futur, et ça permet d'éveiller donc ces sens-là petit à petit. Alors, est-ce que c'est difficile ou pas de ralentir? Au début, je pense que c'est difficile. Enfin, ça dépend du tempérament, hein. Lorsqu'on est très speed, je pense que c'est difficile. Hein, moi, j'étais pas très speed, donc ça a été relativement facile. Je dis bien relativement, hein, mais c'est vrai que c'est pas évident de ralentir et d'avancer, comme dit Lune Mila, je ne sais plus combien de mètres elle annonce à l'heure, hein, donc c'est très 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 lent en fin de compte. Et plus c'est lent, plus, enfin bon, ça c'est mon point de vue, mais bon, il y a certains des élèves l'ont dit, plus c'est jouissif en fin de compte. Il se passe quelque chose dans notre corps, hein, qui est indescriptible. Oui, il faut l'expérimenter. Voilà, Ouais. voilà. Et c'est lent, et il y a quelque chose qui est merveilleux en fin de compte. Puisqu'on sent tout, on est présent à tout, évidemment, fait à l'écoute. À l'écoute, hein. Si je fais les marches et que je pense que j'ai un rendez-vous à 10h moins le quart, effectivement, c'est mieux que rien, mais c'est pas ça, quoi. Hein. J'entends que quand on est dans un mouvement lent, il y a une prise de conscience qui est beaucoup plus accrue, une conscience des sens justement qui est plus accrue, car chaque mouvement doit se faire, de par le fait qu'il soit lent, se fait d'autant plus en conscience, comme si quelque part, à travers ce corps, ce véhicule dont vous parliez, pour prendre conscience davantage de ce que nous sommes, nous étions amenés à devoir ralentir quelque part notre rythme effréné que notre civilisation met en avant d'une manière d'autant plus frénétique, j'allais dire.
Euh, qu'est-ce qui vous a le plus surpris, justement, en étant dans la première fois que vous avez eu l'occasion d'expérimenter les marches ou la méditation? Qu'est-ce qui vous a surpris dans la découverte de ce... Parce que la méditation, on est assis, hein, Voilà. mais on peut aussi faire des méditations actives comme la marche. Tout à fait, oui. Donc, qu'est-ce qui vous a surpris à travers ces deux exemples, pour citer ces deux-là pour l'instant? Alors, ce qui m'a surpris, c'est que au début de ma pratique, hein, que ce soit méditation ou marche, euh, je me demandais où j'allais en fin de compte. Hein, puisque c'est assez surprenant d'être assis et puis les yeux ouverts, de toucher l'énergie de temps en temps quand il y a des idées qui passent, etc. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'on a, à l'heure actuelle, je considère que la méditation, c'est une retraite quotidienne. Des fois, on faut faire des stages, faites une retraite annuelle pour remettre un petit peu. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est ma petite retraite quotidienne. Hein, ça me prépare à ma journée. Et puis, il y a plein de perceptions. Enfin, il y a des choses qui se passent, indescriptibles un petit peu, puisque c'est fonction de chacun de nous. Et qui fait qu'on attaque une journée, si on l'a fait en début de journée, qui est merveilleuse. Et les marches, c'est aussi, bien sûr, une méditation en mouvement. Hein, Quand vous dites merveilleuse, alors qu'est-ce que ça implique? Parce que là, est-ce à dire que on est dans les bouchons, on a le sourire aux lèvres, et qu'il se passe quelque chose de, je sais pas, un événement incroyable autour de soi et qu'on reste un peu le sourire béat? Enfin, qu'est-ce que vous entendez par un petit peu ce côté magique que vous laissez Alors, transparaître dans vos propos? le bouchon, c'est vrai que on peut le prendre avec le sourire. Hein. Après, bon, il y a d'autres événements, c'est différent. Hein. On peut avoir de la compassion par rapport à ce qui se passe autour de nous. Mais un bouchon, si je suis coincé dans la circulation, ou si, en fin de compte, si on laisse faire, si on lâche prise, moi, ça m'est arrivé plein de fois d'être en retard, de lâcher prise. Hein, j'avais 30 km pour aller bosser, et puis d'arriver à l'heure. Alors qu'au début, j'étais un petit peu en disant, qu'est-ce qu'il fait là sur la route? Il me gêne. Et Louis, non, tu lâches prise, tu laisses faire. Et en fin de compte, ça se déroule impeccable et on arrive à l'heure. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport avec méditation et marche. C'est simplement de changer de regard. C'est notre regard qui change par rapport à ce qu'on vit. Hein, et c'est d'être présent à ce que je fais, ce que je sens, ce que je ressens. Euh, et c'est ça que la méditation et que la pédagogie permet aussi. Être présent à soi. Voilà. Le fait d'être présent à soi, est-ce que vous êtes en train de dire que ça change notre regard au monde par le fait que ça change notre conscience du corps dans le monde? Je pense que ça change notre regard par rapport au monde. Alors même, on est très conscient de ce qui se passe dans l'environnement, mais ça change notre regard. Et puis, ça a moins d'imprégnation sur nous. Hein, de le fait d'être un petit peu plus autonome, d'être d'un peu plus présent à nous-mêmes, eh bien, les événements qu'il y a autour de nous vont pas avoir tout à fait le même impact. Hein. L'impact émotionnel, l'impact très, très désagréable, que ce soit le côté information, que ce soit tout ce qui se passe hein, dans le monde ou au niveau planétaire. Hein. On est très conscient de ce qui se passe, mais l'impact est différent. Alors des fois, c'est vrai qu'au début, j'avais l'impression, je me dis, mais je suis indifférent de... Est-ce que c'est de l'indifférence? Et en fin de compte, je pense que c'est pas de l'indifférence. Hein, c'est simplement que, bon, on, comment dirais on reçoit l'information, mais l'impact sur nous-mêmes n'a pas, a moins de prise en fin de compte. Alors, je ne sais pas si je m'explique bien, mais Ouais, ouais, non, mais parce que c'est de la sensibilité, enfin de la perception hein, ou du ressenti, et le ressenti est assez difficile à mettre en mots. voilà, à mettre en mots, tout à fait. Euh,
J'aimerais aussi voir dans quelle mesure le fait d'être plus en conscience à travers la marche pharaonique ou la méditation ou les différents outils, il y en a d'autres, hein, on y reviendra certainement. Dans quelle mesure est-ce que vous vous êtes découvert, alors pas uniquement sur le fait de ressentir apparemment ou de développer les sensations des sens, Mhm. où on va dire d'être plus ouvert à ce que les sens nous permettent de capter, mais en même temps sur cette part intérieure, profonde en soi. Il est marqué sur le fronton de Delphes, hein, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et dans ce travail de connaissance de soi, bah, toutes les thérapies finalement, ou toutes les approches sur l'être humain nous invitent à les regarder en soi. Euh, et pour avoir reçu certaines personnes ici, pour parler de méditation, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer ce que vous avez pu percevoir en allant fouiller un petit peu ou en étant... Oui, fouiller, je ne sais pas si c'est le terme, mais bon, je l'ai utilisé, donc pourquoi pas. Euh, Fouiller en vous, de certaines parts que vous ne connaissiez pas de vous, peut-être. Et de voir peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément reluisantes en tant qu'être humain que nous sommes. Comment on réagit quand on prend conscience de certaines parts de nous qui sont là et dont on n'avait pas conscience, justement, et qui ne sont pas forcément très joyeuses, Oui. hein? Oui. Bon, au début de l'enseignement, bah, c'est un peu comme comme la naturopathie, etc. Eh bien, le corps, hein, par des soupapes de sécurité, va évacuer certaines choses. Et souvent, il y a des manifestations physiques. C'est-à-dire, pratiquement au début, à chaque stage, bah, j'étais malade. Hein, parce que bah, j'avais bon, des petits soucis de santé, pas très graves par rapport à d'autres personnes, bien sûr. Mais bon, à chaque stage, j'étais malade. Hein, c'est-à-dire, le corps sortait tout ça. Donc ça, c'est au niveau physique. Au niveau psychologique, je pense que bah, ce regard extérieur, un regard extérieur, comme je dis souvent, en fin de compte, je suis acteur, metteur en scène et spectateur de ma vie. Et ce regard extérieur, ça a permis, grâce au sens et puis toutes les démarches, hein, d'être conscient de la façon que je fonctionnais ou que je fonctionne, hein, avec bah, les travers, que ce soit avec les relations avec mes enfants, avec tout ça. Donc j'ai été très très conscient et de plus en plus conscient de tout ça. Et de la modification qui s'est passée ou qui se produit encore et toujours, puisque je suis toujours en mouvement. Hein, mais il y a toujours cette modification qui se fait et en fin de compte, c'est une fluidification, c'est-à-dire des fois on ne se rend même pas compte. Et c'est après on dit tiens, mais au fait, je réagissais comme ça avant, puis là maintenant je réagis pas de la même manière. C'est bizarre, hein. C'est plus des constats. Hein. Alors bon, je prends pas obligatoirement de notes, mais c'est plus des constats. Ou alors mon épouse, vice versa d'ailleurs, il dit tiens en fait il y a ça et ça qui a changé en toi. Là bon, tiens, hein, mais c'est plus un constat. Alors comment ça se passe? C'est une fluidification Enfin, il n'y a pas que les marches, hein, parce que bon, il y a d'autres techniques pour aller par rapport aux émotions, entre autres, etc. Hein. Il y a des nettoyages ou des fluidifications ou des transmutations d'émotions, d'autres outils que j'utilise pour accélérer et accompagner, bien sûr, euh, Oui, la prise cette de... maîtrise et cette prise de conscience au niveau émotionnel et tout ça. Alors, ce qui, pour moi, je trouve toujours surprenant, et notamment à travers ce que vous dites, c'est que finalement, le changement d'attitude vis-à-vis du monde se fait sans... c'est seulement après coup qu'on en prend conscience. Et lorsque vous avez l'occasion d'aller voir ces parts un peu sombres, bah voilà, qui n'est pas égocentrique, qui n'est pas en train de penser à soi, ou n'a pas de la colère, ou n'a pas de la peur, ou que sais-je comme type d'émotion. Et vous le mentionniez par rapport à vos relations vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de votre femme, et de voir ces côtés-là. On est très dur en tant qu'être humain pour se juger déjà. D'autant plus quand on vient de prendre conscience, tiens, j'ai été comme ça, j'ai agi de telle manière. Et est-ce que parce qu'on en prend conscience, est-ce que ce n'est pas parce qu'on en prend conscience que ça change un peu comme si on chointait la conscience, ça nous amène à changer obligatoirement notre manière d'être, Et notre regard.
Ouais, sur dans notre vie du quotidien Mm. finalement. Juste de mettre en lumière. C'est une façon aussi de se regarder dans le miroir. Hein. Je pense que souvent les gens ont peur du regard des autres. Hein. J'ai fait un travail cette semaine sur des gestions des émotions sur une personne. En fin de compte, le peur du regard des autres, c'était simplement le peur du regard de moi-même. Et oser se regarder dans le miroir, hein, le visage, ou même entièrement nu dans le miroir, sur toutes les coutures, bah, c'est hyper dur. Et les gens beaucoup de personnes ont des difficultés à se regarder. Donc, que ça soit donc le côté physique et puis tout ce les ombres que ça cache aussi derrière. Hein, bien sûr. Et c'est vrai que ça fait partie des exercices d'entraînement, s'accepter tel qu'on est. Voilà. Et c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à vivre. Oui, apprendre à s'aimer, c'est Ah pas bah, forcément ça. voilà. Pas Et forcément le simple. premier pas d'avant d'aimer les autres, enfin, apparemment ça semble facile d'aimer les autres, mais l'amour de soi-même, c'est quand même important. Et oui, c'est là où des fois ça peut être mal interprété alors est-ce que je suis égocentrique? Est-ce que je Voilà. suis égoïste? Je pense à moi d'abord? Mm. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Il y a toutes ces questions-là au début. Oui, tout à fait. Hein. Donc toutes ces questions-là, ça traverse, et puis on se dit mais c'est pas possible parce que bon, je suis un peu égoïste, etc. Je pense que pour se tourner vers les autres ou pour sauver quelqu'un de la noyade, il faut apprendre à nager parfaitement. Hein. Et je pense que le fait de s'aimer, de s'occuper de son corps, de son mental, de son émotionnel, petit à petit, on va pouvoir se tourner vers les autres. Et c'est ça qui fait partie de l'enseignement et de notre évolution, enfin bon, de ma recherche, mais de la recherche de plein de personnes aussi. Hein. Et c'est d'arriver à bien me connaître, à changer, et pour arriver, bien sûr, à me tourner encore plus vers les autres. Voilà. Louis Boisson, aujourd'hui notre invité, avec Ludmilla Desbardeaux qui n'est pas encore présente, car sur la route, hein, elle nous vient de Belgique, donc laissons-lui le temps d'arriver, hein, ça peut avoir des empêchements et la vie est toujours juste pour le coup. Alors, il s'agit ce soir d'aborder les différents enseignements de Boris Debardeaux, une actualité, un site internet, des numéros de téléphone, tout cela réuni, voici 2 numéros de téléphone, celui de Ludmilla et celui de Louis. Prenez donc de quoi noter, voici ces 2 numéros. Celui de Ludmilla, il s'agit du 06 10 52 32 94, je répète le 06 10 52 32 94. Celui de Louis, 06 72 62 33 10. 06 72 62 33 10. Le site internet ludmiladesbardeaux.com, ludmiladesbardeaux tout attaché en un mot.com. Je vais vous l'épeler. Ludmilla, Ludmi, 2Lade, Bardo. Ludmilla Desbardeaux, donc avec 2L.com. Pour ce qui est des événements à vous annoncer, différents stages, notamment un stage qui aura lieu le week-end du 14 et 15 mars. Ça sera dans le 15e arrondissement, donc à Paris. Quelle sera la thématique, Louis, de ce premier stage du 14 et 15 mars? Alors, donc, j'ai méditation et marche, enfin, René, bien sûr. Et puis, donc, au programme de travailler donc, sur la respiration. Hein. Et dans tous les stages, ça a amené à évoluer, ça dépend de ce qui se passe au niveau énergétique. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a une trame, mais il y a des événements, des informations que je reçois énergétiquement, etc., qui fait qu'il y a des petits changements. Hein. Mais bon, la base, c'est quand même de travailler sur la méditation, les marches, donc faire les respirations avec les marches, la respiration Indian Pigala, et continuer à travailler sur les émotions, sur l'acceptation de la douleur,
sur le corps, l'esprit et le cœur, et de travailler aussi sur les besoins. Ah, Parce que il y a beaucoup d'événements, entre autres des émotions ou des douleurs, qui sont là parce qu'il y a certains besoins qui sont en déséquilibre en nous, soit en excès, soit en manque. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des émotions désagréables ou agréables, ou des douleurs physiques. Et donc, bien, on aborde ça. Tout ça, c'est pour changer de regard par rapport à ce qui se passe en nous. alors donc stage au choix du 14 et 15 mars ou alors du 9 et 10 mai, ça sera dans le 15e à Paris. Louis, vous serez avec Ludmilla au salon Vivre Autrement, c'est au Parc Floral à Paris, ça sera du 20 au 23 mars. Il y aura aussi la possibilité de faire des marches pharaoniques. Pardon. Donc c'est des animations qui ont lieu tous les jours, ça sera en extérieur, c'est une manière d'initier ceux et celles qui Voilà. le souhaitent. Alors sachez que le vendredi, samedi et dimanche, les rendez-vous ont lieu à 17 heures, ça sera à la porte K. K. Et le lundi, le rendez-vous est à 15 heures, à la porte K toujours. Donc pour ces initiations aux marches pharaoniques, ça sera au salon Vivre Autrement du 20 au 23 mars au Parc Floral. Fin de cette première page promotionnelle. Alors le fait d'utiliser justement ces différents outils, ça agit sur différents plans. Je ne sais pas dans quelle mesure le plan énergétique parle aux personnes qui viennent vous voir de prime abord. Est-ce que vous avez noté une évolution dans ceux et celles qui viennent au stage au fil des années, entre ceux qui sont effectivement totalement néophytes, on parle d'énergie, alors, de quoi s'agit-il? Et puis d'autres qui sont, oui, 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 je ressens bien les Mmh. choses. Vous avez noté une évolution au fil des années? Une évolution, hein. Donc là, bon, plus. Alors, je vais parler plus de l'expérience que j'ai maintenant dans des cours de Qigong, où effectivement, la première année, je parlais que du corps physique. Et puis, je disais, vous imaginez que l'énergie de la Terre, etc. Et là, je crois que ça fait 3 ans maintenant avec ces personnes-là, eh bien, il y a déjà une petite perception énergétique. Mais j'ai introduit petit à petit pour pas chambouler, choquer. Alors qu'effectivement, il y a des personnes, l'énergie, bon, pour eux, ils savent tout sur l'énergie, bien sûr. Ouais, Hein. vous en recevez aussi. Oui, oui, bien Oui, sûr. oui, d'accord. Alors, vous parliez de nos besoins. Et j'aimerais qu'on puisse y revenir parce que ça, c'est extrêmement important. Euh, Comment vous faites le pont entre être à l'écoute de son corps et de pouvoir répondre à nos besoins? Alors, vous avez mentionné ceux qui étaient trop en excès et ceux qui n'étaient pas assouvis quelque part. Mhm. Euh, Peut-être un petit premier point, à savoir finalement comment se fait-il qu'on en arrive à développer certains et pas d'autres? Est-ce que ça veut dire qu'il est facile de développer ou de répondre à certains besoins et qu'il est pour certains extrêmement difficile de répondre à d'autres besoins? Et dans quelle mesure est-ce que la respiration, la marche pharaonique, la méditation peut nous aider à réajuster j'allais dire nos besoins, s'il y en a qui sont en excès et d'autres manquent? Alors, bon, est-ce que la marche et la méditation va rajuster notre besoin de boire? Je suis pas sûr. Hein. Bon, mais déjà prendre conscience, bon, à l'aide de la pyramide de Maslow, des différents types de besoins, et prendre conscience aussi que dans les besoins, est-ce que c'est mes besoins que je satisfais, ou est-ce que c'est les besoins des autres que je satisfais? C'est-à-dire ceux de mes parents, ceux de mes éducateurs, ceux de la religion, nanana, etc. Hein. Donc, j'ai des besoins qui sont virtuels, et ceux-là, je vais les satisfaire en priorité, mais les miens, je ne vais pas les satisfaire. Et en fin de compte, c'est juste arriver à prendre conscience euh, de ces différents types de besoins pour arriver petit à petit à prendre soin de moi et de mes besoins. Alors,
Cette prise de conscience, bon, il y a des petits exercices, mais la méditation, les marches permettent petit à petit d'être vraiment présent et de faire des constats par rapport à ce que je vis. Et donc, dans ces constats par rapport à ce que je vis, effectivement, est-ce que j'ai besoin d'aller tous les dimanches au repas familial? Quel besoin je vais satisfaire? Le mien ou celui de papa, maman ou de je sais pas qui? Donc, c'est dans ce sens-là, il y a une prise de conscience, mais c'est un cheminement quotidien, c'est-à-dire c'est pas du jour au lendemain. Hein, il va falloir des mois et peut-être des années pour arriver petit à petit à prendre conscience de nos besoins. Bon, besoins physiologiques, c'est la base, c'est relativement simple, on va dire, mais les besoins de sécurité, d'appartenance, etc., c'est beaucoup plus difficile, les besoins psychologiques. J'imagine que vous avez certainement choqué beaucoup de monde en disant pour le repas familial du dimanche, bon c'est un peu classique, hein, mais je pense que ça doit parler à pas mal de personnes. Finalement, est-ce que j'y vais pour répondre aux besoins de mes parents ou est-ce que j'y vais pour répondre à mon besoin? Et vous êtes en train de dire qu'il faut s'écouter dans le sens de répondre à ses besoins. Et je me mets à la place de l'auditeur qui pourrait dire non mais c'est quand même nos parents. Ils nous ont donné la vie, ils nous ont élevés, éduqués, habillés, donné à manger. Bref, on leur doit au moins ça. C'est normal que quand nos parents viennent à un certain âge, d'y aller, même si on n'a pas envie, on se doit, on est les enfants, ils ont été là pour nous. Donc il y a la notion peut-être de devoir derrière. Et vous êtes en train de parler de besoin. Alors cet exemple que vous avez cité, il est magistral. Donc voilà, entre ce que vous venez d'exprimer et puis ce que je viens de dire, comment se positionner dans cette histoire? Ben, il faut apprendre à dire non. Hein, je parle par expérience, hein, bon, que ce soit bon, l'UNMILA qui est à côté de moi, là, bon, d'accord. Tout ce qu'on propose, tout ce qu'on dit, nous l'expérimentons, nous l'appliquons. Après, bon, les gens vont faire le choix d'appliquer ou pas. Et cette expérience de repas, moi, je peux, enfin, comment dire, la relation avec les parents change et s'améliore et à un autre niveau. Hein. C'est-à-dire, il y a une communication et des conversations, des échanges qui vont se produire qu'on ne retrouve pas, ou qu'on ne retrouvait pas, ou qu'on n'avait pas dans ces repas familiaux. Ça dépend. Moi, je parle de mon expérience. On n'avait pas spécialement de repas d'ailleurs familiaux, mais tout à l'heure, vous me demandiez ce qui a changé. Il y a un changement énorme qui s'est fait. C'est l'échange que j'ai avec mon papa qui a 84 ans, qui a un niveau tout à fait différent de ce qu'il y avait avant. Et le fait d'apprendre à dire non. Alors évidemment, les gens ils vont être en colère. Dire non, Laurent, là, t'étais mieux avant, là, parce que tu disais oui à tout, on te préférait. Mais petit à petit, eh bien, ce Laurent qui dit non, excuse-moi hein, de te prendre en exemple, eh bien, il va être accepté. Et le changement qui va se produire, eh bien, ça va le permettre d'être reconnu après petit à petit. Mais effectivement, comme tout changement, eh bien, il y a des hors, des choses très désagréables à vivre. D'ailleurs, on a peur du changement, on ne veut pas changer. Hein. Dès qu'on change, d'ailleurs, il se passe plein de choses de très désagréables. Donc, on revient vite fait à l'ancien, comme ça, je suis confortable. Donc il y a possibilité de faire machine arrière, quand même. On peut avancer et puis se dire oh non c'est trop inconfortable, je reviens en arrière. Oui, ou alors on supporte l'inconfortable, hein, sachant que c'est pour un mieux. Hein, mais c'est vrai qu'il y a souvent cette barrière de beaucoup de changements d'ailleurs. Hein. Il y a des choses électriques qui se passent. Enfin bon, c'est parfois désagréable à vivre. Et on a peur du changement. Enfin, ou notre inconscient a peur du changement. Donc vous parliez de fluidité tout à l'heure, d'être beaucoup plus dans cette ouverture, dans cette écoute de soi, à travers notamment le corps. Vous avez mentionné d'être à l'écoute de nos besoins, d'être à l'écoute du corps comme une évidence, hein, les besoins fondamentaux, et en même temps
Qu'est-ce qu'il en est de l'écoute de nos mots MAUX, physiques? Dans quelle mesure est-ce que l'approche de Bardot peut nous amener à être, j'allais dire, plus à l'écoute de ce que nous dit notre corps? Bah, les mots sont à l'origine d'un déséquilibre, hein. Après, bon, certains techniques et la méditation, les marches ou d'autres techniques, ça permet pas spécialement d'aller chercher l'origine, hein. À la limite, l'origine, si on peut ne pas aller fouiller dans ce qu'on a vécu ou dans les traumatismes qu'on a eus, c'est très très bien. Mais par contre, ça permet de faire un nettoyage, hein. Et donc les mots physiques, il y a à l'origine. Donc ce qui est intéressant, c'est il faut faire des expériences en fin de compte, hein. C'est-à-dire si j'ai des mots, bah, peut-être qu'effectivement, on en a parlé à la dernière émission, il faut faire un maroli, peut-être qu'il faut éviter les produits laitiers, peut-être qu'il faut faire l'hygiène nasale, peut-être qu'il faut supprimer le gluten, etc. Et d'expérimenter pendant 6 mois et de regarder ce qui se passe en moi. Alors peut-être que ça ne va pas résoudre les mots, donc il va falloir chercher, il faut fouiller, hein. Soit je prends en main ma santé, soit je confie ma maladie au médecin et basta quoi, hein. Mais je pense qu'il faut mieux prendre en main sa santé avant d'être malade, hein. Alors, mais donc si on a des mots, mais il faut être actif, hein. Pas être patient, mais il faut être actif. Responsable. Ah, responsable voilà, et de se prendre en main sur tous les plans. Et comment, justement, puisque vous avez commencé cette aventure début des années 80, comment est-ce que votre entourage j'allais dire, réagi vis-à-vis de l'homme que vous étiez, en plus avec votre femme, en train finalement de rentrer dans cette responsabilisation vis-à-vis de son corps, vis-à-vis de, entre guillemets, ses différents mots physiques, vis-à-vis de ses émotions, vis-à-vis de ses besoins. Vous l'avez mentionné un petit peu tout à l'heure, qu'on peut déranger les personnes autour de soi, surtout celles qui nous sont proches. Elles nous aimaient peut-être mieux avant, on disait tout le temps oui, ou voilà, on était ce qu'on était, mais quelque part façonné un peu à l'image de ce que les parents, l'éducation a souhaité. Donc quand on commence à prendre un petit peu son envol comme ça peut ne pas être évident, surtout vis-à-vis de ceux qui nous sont proches, nos parents en Voilà. l'occurrence. Donc comment ça s'est passé pour vous? Bah, je pense que ça les a dérangés, dans le sens où bah, seuls les médecins avaient le droit de soigner. Donc déjà, on a appliqué ce que Boris nous disait. Et ils ont toujours le droit de soigner, hein. Il n'y a Oui, que oui, les bah, bien médecins, sûr. Oui, hein. oui, non, mais c'est-à-dire que nous, on n'avait pas le droit de se soigner nous-mêmes. Je traduis différemment. Et Boris nous disait, en fin de compte, mais c'est pas le seul à le dire, hein, c'est taisez-vous, ne dites rien. Donc la seule chose qu'on disait à nos parents, on leur demandait s'ils pouvaient garder les enfants, et parce qu'on partait 8 jours, c'est tout. On revenait, ça s'est bien passé, oui, ça s'est bien passé. Mais on n'a jamais rien dit, on n'a jamais dévoilé, hein. Et bon, peut-être plus de côté de mes parents. Et ce qui est spectaculaire, c'est que des années après, 30 ans après, papa m'a dit, mais j'aurais bien voulu faire ce que vous avez fait. Alors qu'au début, bah, il n'était pas spécialement pour, apparemment, bien sûr, hein, il n'était pas spécialement pour ce qu'on faisait, mais comme on n'a jamais parlé, il nous a simplement regardé notre vie de couple avec les enfants, etc., nos changements. Et ma meilleure récompense, c'était ça, c'est de dire j'aurais bien voulu faire ce que tu as fait. Donc je Mhm. pense que c'est de se taire. Dès qu'on attaque quelque chose de nouveau, on veut convaincre. Alors qu'on n'a même pas commencé, on n'a même pas. Alors qu'il ne faut pas convaincre, c'est simplement l'exemple, c'est votre changement qui va faire que bah, peut-être que vous allez convaincre. Pour moi, c'est un peu du terrorisme aussi, hein, absolument, il faut méditer, méditer, méditer. Non, c'est un choix, ou changer d'alimentation, enfin tout ça, c'est du terrorisme, hein, quelque part. Non. Donc il faut montrer l'exemple simplement. Donc on expérimente avec Ludmilla, avec Monique, on expérimente plein de choses et on regarde ce qui se passe sur nous. Avant d'en parler, avant de partager avec d'autres personnes,
Puis après, les autres personnes vont faire leur choix. Alors qu'est-ce que vous avez pour vous, en tout cas, puisque vous venez de le dire, c'est différent selon chacun, et vous invitez en fait l'expérimentation. Qu'est-ce que vous avez changé d'un point de vue de l'alimentation qui vous a surpris par rapport à certains déséquilibres que vous aviez peut-être avant et qui, au fil du temps, ont disparu? Le gluten. Alors bon, maintenant j'en mange un peu, hein, j'en ai un petit peu, mais j'ai eu des problèmes d'eczéma, etc., ou dermatite, enfin le nom géant, hein, avec la tête qui n'était pas touchée. Et bah, j'ai supprimé le gluten. Après, j'ai fait bon, de la chasse aux métaux lourds, etc. Euh, et c'est vrai que c'était spectaculaire. J'ai aussi fait. Ah, non, non, je reviens sur les métaux lourds. Avec la chélation, Oui, voilà, donc chlorella, ail des ours, coriandre, que des produits ah naturels, ouais, que des produits naturels, tout à que nos fait. grands-mères savaient très bien être bons Voilà. pour la Ouais, ouais, santé. ouais, ouais. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Qu'est-ce que vous aviez comme symptômes, entre guillemets? alors comme symptôme, c'était l'eczéma, hein. Donc j'ai testé les produits laitiers, bon, ça changeait pas grand-chose, et j'ai supprimé donc le gluten complètement pendant 6 mois. Et je crois que c'était à la Toussaint, j'ai dû recommencer à en reprendre un petit peu, et des mangeaisons, ça commence à revenir. Et là, bah, j'ai fait des intox métaux lourds. Bon, j'en fais une cure régulièrement. Là, je refais encore en ce moment, par exemple. Hein, de temps en temps, c'est bien de reprendre, hein. Et ça m'a permis de réintroduire modérément, hein, bien sûr, un petit peu de gluten, une alimentation normale. Moi, je pense que... alors, je me pose des questions. Le gluten, est-ce que c'est bien de le supprimer ou pas? À l'heure actuelle, c'est à la mode. Hein, tout le monde en parle. Tous les médecins, enfin un certain nombre de médecins branchés en parlent, naturopathes. Alors c'est vrai qu'il y a une grosse incidence sur les parois intestinales, hein, mais je pense qu'il faut manger tout modérément, tout simplement, hein. C'est-à-dire avoir un régime très varié et manger de tout. Et se faire une fête de temps en temps, c'est-à-dire pas se priver de tout non plus, se faire des petites fêtes de temps en temps, comme dit Lunmila, fête de fromage, on se fait une petite fête où on s'éclate un moment, on mange, on ose manger quelque chose, c'est tout, hein. La dernière fois que vous avez été malade? Alors, ça ne veut pas dire de prendre moins, j'ai en train de chercher quand est-ce que c'était. Je suis 2 fois malade dans l'année à peu près, ou 3 fois, ou simplement maux de gorge et rhume. Mais pour moi, c'est simplement ma soupape de sécurité, hein. Donc la dernière fois, ça devait être autour de Marjolaine, un truc comme ça. Et donc vous parliez tout à l'heure de l'homéopathie ou autre. Bon, vous pratiquez, vous êtes aussi un enseignant en Qigong. Mhm. Dans quelle mesure est-ce que lorsque vous êtes confronté à un mal de gorge, un petit rhume, qu'est-ce que vous utilisez? Alors, ce que j'utilise, alors, des gommes de sapin, gommes de sapin et comment ça s'appelle? Le nigari. Ah oui, le nigari, le Voilà. champignon, ouais. Et une alimentation très modérée pendant une journée, 2 journées, 3 journées, tout simplement. On va faire une petite respiration musicale puisque Lumila vient d'arriver. L'occasion pour nous de l'accueillir tranquillement et on se retrouve tout de suite.
nous accueillons donc Ludmilla. Ludmilla, bonsoir. Bonsoir Laurent. Ça a été la route? C'était un peu dur, mais enfin, il faut s'adapter. hein. Le propre de l'humain, c'est de s'adapter à toutes les situations. Oui, bah oui, c'est moi qu'on puisse dire. Et puis en même temps, je pense que nous avions lu démonstration avec Louis de la manière dont justement l'enseignement de Boris pouvait, à travers la méditation, à travers la marche pharaonique, nous amener à changer notre regard. Et on parlait justement des bouchons. Et voilà. Donc on s'adapte, comme les scorpions s'adaptent à la radioactivité. Mm. Un scorpion, il va tripler de volume si il est radioactivé, et ça va pas le tuer. Il va tripler de volume. Ouais. Alors je savais que c'était, s'il devait y avoir une explosion atomique, les scorpions étaient une des rares espèces à ne pas succomber aux radiations, mais je ne savais pas qu'ils triplaient de volume. Mm. D'accord. Alors heureusement que nous on s'adapte, mais on triple pas de volume. Ça serait peut-être pas une mauvaise chose, hein, j'en sais rien. Alors Ludmilla, déjà oui, alors encore une fois bienvenue dans le cadre de cette émission. Nous avons eu l'occasion de voir avec Louis, j'imagine que vous avez écouté peut-être... non, vous n'avez pas la radio dans la voiture? Je sais pas la mettre. D'accord. Donc nous avions abordé la manière dont justement le fait de redécouvrir nos sens, de s'ouvrir à ces derniers, d'être à l'écoute de soi, de notre corps, pouvait nous offrir la possibilité d'être à l'écoute de nos besoins, d'arrêter d'être à l'écoute des besoins des autres, de commencer à penser à soi, donc de commencer à s'aimer un peu plus. On a abordé brièvement, sommairement, la manière dont justement la méditation et la marche pharaonique, à travers aussi la respiration, pouvaient nous amener à être un peu plus à l'écoute de notre corps. Mais je pense que c'est aussi d'autant plus votre violon d'Ingres que nous parlez des effets psychophysiologiques qui s'inscrivent dans le corps lorsqu'on est dans ces différentes pratiques. Est-ce que vous pouvez bien nous en dire quelques mots? Absolument, Laurent. Eh bien, effectivement, la méditation, c'est une nourriture spirituelle qui nous permet donc de câbler des nouveaux réseaux neuroniques et de changer l'alchimie du liquide céphalorachidien, qui est le révélateur photo de toutes les idées, les pensées qui peuvent nous animer au cours d'une journée. Donc, à partir du moment où on a donné cette nourriture spirituelle et psychologique, on s'est libéré des tensions émotionnelles mal gérées, et au lieu de les subir, eh bien, elles vont rester dans le fond du bocal. Et à ce moment-là, on va pouvoir renaître avec des idées neuves, une volonté et envie de faire des choses pour soi. Et là, je voudrais dire que bien, comme on est dans l'énergie du printemps, j'espère que tout le monde va pouvoir être heureux d'accueillir le printemps et de faire au moins quelque chose pour soi le jour du printemps. Le Nissan, donc c'est le premier jour calendaire des Assyriens, et je voudrais rappeler que Boris était assyrien d'origine. Ça a été précisé par Louis. D'accord. Comme quoi, on ne s'est pas donné le mot. Est-ce que ça tombe aussi le 21 mars? Oui. Parce qu'il y aura la fameuse éclipse solaire le 21 en plus. En plus. Donc, alors, essayer de faire des choses pour soi, et peut-être de se dire qu'on va se mettre en attitude méditative, se lever le matin, le jour du printemps, et se dire qu'on est capable de s'asseoir sur une chaise 10 minutes, les yeux ouverts, face à un mur blanc, ou face à la nature, et de se mettre dans un état méditatif, c'est-à-dire ne penser à rien. Ou tenter de ne penser à rien. Tenter de ne penser à rien. De façon à se libérer et ne plus être enchaîné dans les voies du mental qui sont une prison incessante. Et quand on est dans cette démarche, au lieu de dire bonjour à la vie et de collecter des choses positives, il y a beaucoup d'événements négatifs qui arrivent donc dans le chemin de la vie de chacun. Et le moyen de s'en libérer, c'est de donner cette nourriture spirituelle dont tout être humain a besoin, comme de se cultiver, d'apprendre à lire, à parler, à marcher. Enfin, ça fait partie de notre voie d'évolution. Et si on reste en jachère, eh bien, on va souffrir. On va souffrir dans le domaine psychologique. On va souffrir, on n'a pas d'idées, on est dépressif, on est fatigué. Et normalement, au printemps, on ne devrait pas être fatigué. C'est le premier jour, on met les compteurs à zéro, on devrait être au top de nos énergies. Donc ça veut dire qu'on a encore quelques jours pour se récupérer, pour que chacun puisse faire quelque chose pour soi. Mais c'est évident que si on ne change rien dans sa vie,
ça va être un ronron du quotidien et une répétitivité des mêmes erreurs comportementales. Et si on ne s'aime pas suffisamment, eh bien, on ne va pas essayer de résoudre les points faibles qu'on a tous en nous. Voilà. Et on est là pour les comprendre, les maîtriser et les dépasser. Et pour ça, il y a énormément de techniques naturelles, traditionnelles. Si les peuples ont traversé les âges, ils n'avaient pas des conditions privilégiées, hein, ils avaient des épidémies, des famines, eh bien, ils savaient, avec un minimum, survivre à tous les aléas de la vie. Et de nos jours, on est des enfants choyés, gâtés, qui n'acceptons pas les variations, hein, donc d'organisation de notre société, qui sont là pour nous faire réfléchir. C'est-à-dire consommer moins, on a moins, mais on consomme moins, on a moins de besoins, et on est tout aussi heureux. Et là, on va rentrer dans une réalité de la vie, et on va laisser plus de place au domaine spirituel. Et ce qu'on vous propose dans la méditation et les marches pharaoniques, puisque la marche pharaonique, c'est une marche méditative, qui vous recentre au niveau du centre de l'équilibre, et qui vous permet de devenir un funambule de l'espace, et qui à ce moment-là donc vous rend aérien. Et au lieu de peser et d'être écrasé dans vos problèmes, vous vous libérez puisque vous accédez à un autre espace lumineux et sonore qui est en nous, mais qu'on a étouffé dans une culture cartésienne. Et l'enseignement de Boris de Bardot, c'est justement de pouvoir donner à chacun, s'il le désire, cette possibilité d'accès qui est aussi bien pour des enfants que pour des adultes, que pour des gens qui ont un grand âge. Hein. Tout le monde peut s'asseoir sur une chaise et regarder un mur. Tout le monde peut marcher avec les bras dans l'espace et pouvoir retrouver un nouveau sens de l'équilibre et un nouveau sens de sa vie. Et en changeant cette alchimie cérébrale, à ce moment-là, vous allez avoir des idées nouvelles, prendre les bonnes décisions et avoir des corps énergétiques qui vont être beaucoup plus rayonnants, beaucoup mieux structurés. Et au lieu de vous laisser infiltrer par les événements ou les énergies des voisins ou des problèmes que vous portez sur votre dos, eh bien, vous allez petit à petit vous désenchaîner, vous libérer de toutes ces contraintes karmiques pour lesquelles vous êtes venu pour résoudre ces problèmes. Donc, ce n'est pas le fruit du hasard si certaines personnes souffrent. Mais la seule chose, c'est qu'elles n'ont pas les clés pour sortir de cette souffrance physique ou psychologique. On n'est pas né pour être malade ou être perturbé psychologiquement. On est né pour dire tous les jours bonjour à la vie et se sentir dans la lumière, dans la communication, et des problèmes, il n'y en a pas. Et comme dit Ludmilla, ma meilleure devise, je suis en vacances sur la planète. Et nous abordons tout de suite la deuxième page promotionnelle. Avec nous ce soir, nos invités Ludmilla Desbardeaux avec Louis Boisson. Louis Boisson qui est aussi formateur et enseignant de Qigong. Tous deux viennent nous parler de l'enseignement de Boris de Bardot avec notamment des respirations, de marche pharaonique, méditation. Et nous sommes en train d'en parler. Vous souhaitez en savoir plus? Voici deux numéros de téléphone, celui de Ludmilla ainsi que celui de Louis. Ludmilla, c'est le 06 10 52 32 94, que je répète, le 06 10 52 32 94. Et celui de Louis, le 06 72 62 33 10. Je répète, le 06 72 62 33 10. Le site internet ludmilladesbardeaux.com. Je vous l'appelle, LUDMI2LADE BARDO, ludmilladesbardeaux.com. Différents événements donc vous sont proposés par Louis et Ludmilla. Je vais vous les donner tout de suite. Il s'agit de 2 stages au choix, ou même les 2, pourquoi pas. Il s'agit d'un stage qui aura lieu déjà dans un premier temps le 14 et le 15 mars, ou alors celui du 9 et du 10 mai. Ça a lieu dans le 15e arrondissement à Paris, comme le précisait Louis tout à l'heure. Il s'agit de pouvoir aborder différentes techniques pratiques comme la respiration, la marche pharaonique ou la méditation. Ils seront aussi tous les deux au salon Vivre Autrement qui se tient au Parc Floral de Paris du 20 au 23 mars. Il y aura l'occasion sur le stand des Bardeaux Eau Active
de les retrouver et notamment si vous souhaitez expérimenter, et franchement je vous le recommande parce que c'est vraiment à faire, vous allez voir, c'est des marches pharaoniques. Au choix, donc le vendredi, le samedi et le dimanche, les rendez-vous sont à 17 h, ça sera aux portes K, ou à la porte K, plus exactement. Et le lundi, le rendez-vous est à 15 h, toujours à la même porte, la porte K, comme je l'ai précisé précédemment. Donc vous pouvez aller les voir, leur poser des questions sur leur stand ou expérimenter les marches pharaoniques directement, vendredi, samedi, dimanche. Ça sera donc du 20 au 22 mars à partir de 17 h porte K, ou alors le lundi, le dernier jour, le 23 mars à 15 h, toujours à la même porte. Fin de cette deuxième page promotionnelle. Louis, Ludmilla, je vais ouvrir le standard pour les auditeurs et leurs questions. Le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Là aussi, j'invite les auditeurs à intervenir et pas attendre la dernière minute comme régulièrement. Souvent, vous le faites. Quand c'est la fin de l'émission, c'est la fin de l'émission et on ne peut pas accueillir vos questions à ce moment-là. Donc profitez-en. Vous avez une vingtaine de minutes pour le faire. Vous avez largement le temps. Le 08 92 23 95 20. Louis, Ludmilla. Un élément qui est aussi très important, qu'on a pas peu mentionné, c'est la respiration. Et c'est un des outils que vous utilisez aussi. J'aimerais que vous puissiez nous en parler. Quels effets ont les exercices de respiration sur notre corps, sur notamment la physiologie, et comment ces dernières peuvent aussi nous permettre à nous connecter et d'être mieux à l'écoute de notre corps. Alors, donc, la respiration, d'abord, on ne l'aborde pas immédiatement. Hein, c'est-à-dire, donc, on fait les marches, hein, on se contente de respirer. Souvent, en marchant, d'ailleurs, la respiration va se mettre au rythme de la marche. Hein. Et après, on peut effectivement faire des respirations alternées et d'autres exercices respiratoires. Hein, alors, l'effet, Ludmilla, de la respiration, je m'adresse à la scientifique. La respiration est fondamentale puisqu'on reçoit la vie par le souffle et on la restitue par le souffle. Et quelle que soit la nature de l'air, si on respire en conscience et qu'on peut métaboliser correctement le prana, c'est-à-dire cette énergie vitale qu'on va collecter au niveau de la tache olfactive qui est au niveau de la partie supérieure du nez, là où on sent les odeurs, à ce moment-là, on va oxygéner physiquement nos cellules et énergétiquement nos cellules. Et à ce moment-là, votre cerveau va devenir éveillé et vous allez bénéficier d'énergies qui vont vous dépasser dans vos entendements du quotidien. C'est-à-dire que vous allez apprendre plus facilement une langue, vous allez vous sentir plus tonique, plus joyeux. Et pour moi, c'est la meilleure thérapie avant de passer par le verbe, de passer par la respiration. C'est un centre d'équilibre qui va vous remettre dans votre axe, animer tous nos corps énergétiques, faire en sorte que toutes ces poupées gigognes soient bien emboîtées les unes dans les autres et qu'elles ne soient pas cabossées à droite, à gauche. Si vous êtes cabossé dans vos corps énergétiques, vous êtes cabossé dans vos idées. Donc ça veut dire que tout le monde peut respirer en conscience, ou une respiration lente par les deux narines, ou une respiration alternée qui s'appelle Ida Pingala dans le monde du yoga, dans le Hatha Yoga, hein, dans le pranayama. Mais la respiration, nous sommes des sous-vitaux. Et c'est pour ça que je dis, et mon cheval de bataille, c'est de faire en sorte que vous puissiez avoir un organe de reconditionnement opérationnel, c'est-à-dire de pouvoir respirer par le nez, jour et nuit, sans ronfler. Et c'est pour ça que j'enseigne l'hygiène nasale depuis plus de 40 ans. Alors, c'est pas rien, vous êtes auteur, Ludmilla, de nombreux ouvrages que je vais citer. Vitalité et graines germées, la névraxologie, thérapie par les sangsues, la maroli, tester l'urinothérapie, l'œil, messager des trois corps, l'oreille et sa santé, ou la santé par le nez. Donc c'est là où on aborde la sympathicothérapie. Il y a aussi l'iridologie, autant de différents éléments qui
sont pour vous essentiels dans cette hygiène vitale, quelque part. On parlait avec Louis juste avant que vous arriviez quelque part de ces cycles dans lesquels nous nous rencontrions. Et vous parliez vous-même du printemps. Dans quelle mesure est-ce que nous devrions peut-être, d'après vous, faire ces différents exercices d'hygiène vitale? Alors, je ne sais pas si pour vous, la méditation est une hygiène vitale. Louis avait l'air de nous dire que tous les jours, quelques minutes, c'est un super moyen de pouvoir aborder sa journée avec cet autre regard. Maintenant, pour ce qui est du corps en lui-même, dans quelle mesure est-ce que les différents éléments que je viens de citer à travers vos ouvrages sont pour vous intéressants à entreprendre d'une manière cyclique, une ou plusieurs fois par an? Ah bien, disons que la méditation, pour moi, c'est quelque chose qui est vital au quotidien, comme l'hygiène nasale, hein. Donc, ça veut dire qu'il viendrait à l'idée de personne de ne pas se brosser les dents au quotidien, puisque la motivation en Occident, c'est avant tout de pouvoir conserver ses dents le plus longtemps possible pour continuer à manger, hein, et à manger trop, et à s'alourdir, et à mal vieillir par l'effet d'une surconsommation alimentaire et de produits peu vivants. Donc ça, c'est déjà une éthique qu'il faudrait remettre d'équerre, mais de pouvoir respirer par le nez et de sentir cette libération et d'être mieux oxygéné, puisque le vieillissement, c'est un déficit d'oxygénation des cellules. Et les pathologies donc fonctionnelles ou dégénératives viennent justement de cette oxydation qui se fait avec les radicaux libres, et les fluidités membranaires disparaissent, et la personne va vieillir dans ses fonctions, dans son cerveau. Alors tout le monde a peur d'Alzheimer, mais personne ne fait rien pour éviter Alzheimer. On attend qu'on vous diagnostique, hein, ou des pertes de mémoire, des pertes cognitives. Oui, Normalement, un la cerveau, prévention n'est pas vraiment présente. Oui. un cerveau, on utilise 10% de notre cerveau. Donc on peut tout à fait électriser beaucoup plus de données. C'est pour ça que je dis toujours à mes gens, essayez d'apprendre une langue, parce que là vous allez faire une gymnastique et vous allez être obligé d'apprendre des mots nouveaux. La méditation, c'est un autre outil, hein, et vous allez être surpris de voir que vous engrangez des nouvelles connaissances, des nouvelles données que vous pensiez ne plus pouvoir engranger. C'est pareil au niveau des souplesses articulaires. Hein, parce que le cerveau, c'est comme un muscle, hein, qui doit être gymnastiqué au quotidien. Et c'est pas en le laissant au repos devant la télévision à regarder des émissions qui sont pas toujours top que ça va construire le sujet, puisque physiologiquement, on perd des neurones tous les jours. Si on n'électrifie pas des nouveaux, ben vous allez être toujours en train de perdre vos clés, vos lunettes, votre tête, vous savez même plus où vous êtes. Et là, vous avez des peurs. Et là, vous êtes en train d'éprouver le rein, la cortico-surrénale. Et en éprouvant la fonction rénale au niveau énergétique, ben vous allez être dans le désabusement, dans la fatigue, la déprime, puisque vous n'avez plus de ressort. On dit bien avoir un coup de rein, hein. Et cette énergie-là, ben, ça se cultive, c'est l'énergie ancestrale. Et si on ne fait rien, vu la somme de pollution que nous avons en alimentaire, en électromagnétisme, électrosensibilité, puisqu'on ne nous laisse plus une minute tranquille, hein, chacun a bien sa Wi-Fi chez lui qui émet toute la journée et toute la nuit, son poste de télé qui n'est pas débranché, et c'est comme ça qu'on a des sujets électrosensibles qui ne peuvent plus supporter cette vie modernisée. On ne vous laisse pas une minute tranquille. Alors le moyen de trouver quelques minutes de tranquillité, c'est de mettre son cerveau en état méditatif, et le jour où vous êtes capable de maîtriser vos chemins de pensée, votre mental, à ce moment-là, vous n'êtes plus prisonnier de vous-même, vous êtes dans l'auto-libération, et vous allez pouvoir vous auto-maîtriser dans les événements, dans tous les grands événements de la vie, et vous allez pouvoir vous auto-guérir. Mais tant que tous ces mécanismes-là ne sont pas conscientisés et mis en place, eh bien, on est des victimes en puissance, puisque la fin de la vie, la condition humaine est quand même une problématique pas évidente, hein, puisque le vieillissement, c'est bien de vivre longtemps, mais dans quelle situation? Donc là, il faut faire des choses pour soi. Et c'est pour ça que je donne une autre pratique, la réforme métabolique, qui consiste à boire un petit peu de son pipi tous les jours, hein, dilué dans du jus de pomme, ni vu ni connu, et à ce moment-là, chacun va retrouver des hormones, des vitamines, des minéraux, des protéines, hein, et 3 toxiques
qui sont l'acide urique, la créatinine et l'urée. Donc si vous avez des douleurs dans l'épaule, eh bien, les cristaux d'acide urique vont se dissoudre. Si vous avez des dépôts de cholestérol dans les tubulures, ben, ça va se dissoudre. Et ça coûte zéro. Chacun peut tout à fait, mais encore faut-il décider de prendre sa vie en main, hein, et de ne pas la subir. Et moi, j'aimerais, je suis avec vous sur ce plateau, que chacun puisse se dire qu'il voudrait être heureux et qu'il peut se donner les moyens d'être heureux. On n'est pas né pour souffrir, on n'est pas né pour se faire décrépir, on est né pour grandir, hein, et augmenter ses champs de conscience. Et c'est pour ça que l'enseignement de Boris de Bardot est un des outils, avec toutes les pratiques traditionnelles qui nous ont été léguées depuis des millénaires, hein, depuis que l'homme existe sur la planète. Et à ce moment-là, vous avez tout à fait des possibilités de vous auto-gérer sans courir sur tous les thérapeutes droite-gauche en qui vous souhaitez une solution miracle, mais il n'y a que vous qui avez votre solution miracle en vous. Mais à condition de vouloir ne pas se détruire, hein, et de s'auto-construire. Et c'est la vie de chacun. Et je pense que je fais une conférence donc dimanche sur le salon, ça doit être le 22. Dimanche, ça sera, oui, le 22. Oui. Le 22, c'est être juste avec soi-même. Arrêter de se mentir, qu'on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Vous voyez, toute la journée, chacun, au lieu d'avoir des priorités et de se dire, bon, bah, j'ai un objectif cette semaine, je vais orchestrer ma semaine sur un objectif, même si on ne l'a pas tenu cette semaine-là, on le reporte la semaine suivante, mais on ne se ment pas. Moi, c'est pareil, quand je vais écrire un bouquin, je sais que je vais écrire le bouquin, je me fixe une date, bon, je vais prendre 3 mois dans la vie, mais à partir du moment où je me suis fixé l'objectif, moi, je ne joue dans la vie que si je joue gagnant, sinon je ne joue pas. Et à partir du moment où on a cette dynamique positive, bien, vous attirez que du positif vers vous, vous n'avez même pas d'effort à faire. Tout vient vers vous. Et ça s'orchestre petit à petit la vie. Et vous n'êtes pas la proie du vieillissement, la proie de l'oxydation, la proie des maladies. Hein, ça, c'est irrecevable de voir qu'on ait autant de pathologies. Par exemple, des pathologies de l'œil, j'en vois de plus en plus. Il suffit de faire des petites œillères et de mettre pipi dedans et se faire un bain d'yeux tous les jours avec un petit de pipi, hein, avec une petite gymnastique oculaire, hein, et vous allez éviter la cataracte, la macula et tout ce qui s'ensuit. Donc, mais qui fait son bain d'yeux de pipi tous les jours? Ah oui, moi je vais avoir quasiment 70 ans, Louis. Je vais quasiment avoir 70 ans, je lis sans lunettes. Mais je gymnastique tous les matins, une petite minute. Qu'est-ce que c'est une minute dans la vie? Gilles Millat, alors plusieurs choses. Puisqu'on a parlé de la respiration, comment expliquer que nous respirons mal? Pourquoi respirons-nous avec le haut du corps? Pourquoi est-ce que la respiration qui devrait commencer par le ventre ne se fait pas par le ventre? Ah bien parce que, disons que le volume d'air reconditionné, plus on prend des années, s'amoindrit. Et normalement, on a besoin de plus en plus d'air pour oxygéner nos cellules qui sont des photocopies de photocopies. Et comme chacun est bloqué au niveau des chakras et du plexus solaire, donc le diaphragme n'a plus la mobilité requise, et à ce moment-là, donc il y a un stress qui se fait, hein, et on va être en respiration haute, respiration émotive, et on va rien gérer puisqu'on ne sera pas capable de redescendre dans son hara. Ça veut dire qu'on va prendre des mauvaises décisions, on va être à contre-courant dans la vie, on va se tromper sur les amis, sur le conjoint, sur tout ce qui va se dérouler dans la vie, puisqu'on doit être centré au niveau du hara, qui est un point qui est donc à 3 cm au-dessous du nombril. Le nombre de respirations augmente avec l'âge. Hein, et si on regarde les espèces qui vivent très longtemps, hein, comme la tortue, un nombre de respirations minutes très lent. Donc on revient au rythme lent. Hein. Puis je voudrais revenir aussi sur tout apprentissage. C'est pour ça que la MCE, c'est Association du mouvement. Tout apprentissage crée de nouveaux schémas neuroniques, hein, ou chemins neuroniques, et renforce la gaine de myéline. Ce qui fait que les courants vont passer très vite. Hein, et tout apprentissage. Donc c'est pour ça que moi je suis un éternel apprenti.
J'apprends plein de choses parce que j'entretiens mon cerveau, mes nouveaux circuits. Bon, j'en perds bien sûr, mais il y en a des nouveaux qui se créent. Hein. Et c'est ce qui est spectaculaire dans notre cerveau, c'est qu'il y a, quelle que soit l'atteinte ou l'opération qu'on a subie, il y a de nouveaux circuits qui se créent. Lorsque on parlait de la méditation et d'observer les pensées, parce que ce cheval fou, ce singe qui saute de branche en branche, peut être fatigant, mais quand on utilise cette image, qu'est-ce que ça veut dire? Je m'explique. S'il s'agit de laisser passer les pensées, est-ce que ça implique que les pensées n'ont rien de réel et que si on commence à suivre une d'entre elles qui passe dans notre esprit et que là, ça y est, c'est la boucle et qu'on n'en finit pas, que tout ça, finalement, tout ce à quoi on cogite n'est que du vent? La cogitation ou le ressassement, la neurasthénie, eh bien, effectivement, on est bouclé et on n'est plus capable de passer de spin en spin. Hein, c'est-à-dire que on fonctionne toujours sur les mêmes réseaux neuroniques et on n'est pas capable d'en électrifier d'autres ou de passer à d'autres. Et là, c'est ce que j'appelle se faire ventouser. Donc ça veut dire que vous êtes prisonnier, comme avec un petit revolver, des fléchettes, vous savez, quand on envoie avec le... Eh bien, vous avez ça sur le cerveau, et avant que le petit bout de caoutchouc avec la fléchette tombe, ben, ça peut durer des années. Et vous êtes dans votre propre prison, au lieu d'être dans votre auto-libération, puisque vous ne comprenez rien à la vie, et que vous vous pensez victime ou emprisonné, ou sous mauvaises influences. Les mauvaises influences, comme je dis à mes gens, bon, il en existe. Mais quand on a un ovoïde de lumière qui est structuré et qui n'a pas des fuites partout et qui est bien un vrai ovoïde de lumière, bah, vous n'allez pas vous faire infiltrer par ce qui va se passer sur l'extérieur. Voilà. Vous allez vous approcher de la personne, il va se déformer et puis il va reprendre sa place exactement comme au départ. Donc ça veut dire que quand on s'enchaîne dans un schéma neurasthénique qui va conduire à la déprime, qui va conduire aux hallucinations, qui va conduire à tous ces comportements psychologiques et psychiatriques, eh bien, pour vous déconnecter de ça, à ce moment-là, on vous donne des drogues chimiques qui vous détruisent les neurotransmetteurs pour faire en sorte que les synapses puissent se déconnecter. J'aimerais aussi aborder un argument qui peut souvent être dit en disant oui, bah alors là, on écoute Louis, on écoute Ludmilla, mais à les écouter, à se prendre en charge, bah, c'est marqué sur les paquets de cigarettes, fumer tue, attention à l'alcool, manger tant de fruits et légumes par jour. Ouais, mais enfin bon, si on suit tous ces, entre guillemets, conseils, on vit plus. C'est plus possible, on veut qu'on fume pas, on boit pas, et puis on baisse pas non plus. Enfin, bon, j'exagère, mais est-ce que vous comprenez un peu la logique? C'est dans tout ça, finalement, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Est-ce que vous êtes en train de nous dire, bon, quelque part, prenez-vous en main, soyez en prévention et non pas en train de colmater les brèches quand le mal est là? Ok, mais est-ce que prévenir veut dire être une sorte de... Alors j'allais dire, c'est une image d'Épinal, mais une sorte de saint qui quelque part fait tout d'une manière proprette. Qu'est-ce que ça se Non, non, on n'est pas dans la 16. Mais tout le monde ne peut pas manger de tout en fonction de son hérédité. Si vous êtes diabétique et que vous prenez du sucre, ben, ça va être fatal pour vous. Hein. Donc il y a des paramètres où il faut accepter que tout le monde ne peut pas manger de tout. Donc ça, il faut se connaître. Et puis on voit bien le résultat. Si vous avez mangé de manière avec débordement et dans l'anarchie, bah, le lendemain matin, vous n'êtes pas bien, la langue collée au palais, vous avez envie de rien, hein, donc, et vous redémarrez avec un café pour essayer d'oublier les erreurs du passé. Donc moi je dis, la nature fait crédit, mais elle ne fait pas de cadeau. Donc ça veut dire que si on est trop loin d'un axe de manger des choses vivantes, hein, c'est quand même pas trop compliqué, plutôt que de manger des choses confectionnées, manufacturées, plein de conservateurs, automatiquement l'organisme se demande pourquoi il reçoit tous ces agents-là. Et si vous avez un point faible, eh bien ça va aller se cristalliser dessus.
Et on va se retrouver avec des tumeurs, des boules, des kystes, enfin, toutes les pathologies qu'on connaît autour de nous. Moi, je me dis, pour qu'il y ait autant de connaissances médicales et autant de gens perturbés avec des pathologies, on n'a jamais vu autant de cancers. Il faut quand même pas sortir de 15 ans d'études de médecine pour se dire qu'il y a quand même un problème. Hein. Donc ça veut dire que le bon sens existe. Et là, bon, ben, où on règle un petit peu, on peut se faire des expériences. Moi, je dis par exemple le gluten, qui n'est pas très salutaire pour beaucoup de personnes qui ont des muqueuses fragiles et tout. Ben, faites une expérience pendant 2 mois d'éviction de gluten, puis vous allez voir si vous êtes mieux ou pas. À chacun de faire ses tests. Hein. Il n'est pas question de, si vous voulez faire une grande bouffe avec les copains, de vous éclater un week-end. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais s'il n'y a pas de vague, je dirais, ben là, vous pouvez vous le permettre. Si vous mettez 8 jours à vous en remettre, ben vous ne pouvez pas vous le permettre. Donc il faut apprendre à se connaître. Hein, c'est quelqu'un qui ne s'est pas entraîné pour faire le marathon, et il va faire le marathon sans s'entraîner. Bah, il va être dans les brancards. Il faut avoir un petit peu de logique dans la vie. Et puis, je pense qu'il y a juste à regarder nos émonctoires, regarder pipi, la couleur, etc. Caca, est-ce que ça flotte? Est-ce que ça colle aux fesses? Est-ce que... Voilà. C'est des signes de plein de choses. Après, bon, la vie, bah, chacun la définit comme il veut. Effectivement, si la vie, c'est bouffer n'importe quoi, etc., bon, c'est libre, c'est un choix. Hein. Moi, ça m'arrive de m'éclater et de manger n'importe quoi, mais j'assume. Mais je ne me sens pas malheureux de la vie, du choix que j'ai fait. Au contraire, je suis très heureux. Et je vois un effet très positif sur mon corps, sur mon esprit et tout ça. Et donc, je suis très, très, très heureux. Et en fait, pourquoi on arrive à cette junk food? C'est-à-dire que tous les jeunes n'aiment que les pizzas, enfin toutes ces choses manufacturées. Parce qu'au lieu d'avoir été allaités par la maman et leur avoir donné des choses crues au départ, un jus de carotte, un jus de poire, un jus de pomme que la maman fait elle-même, où là on développe des papilles gustatives. Donc en fait, on sait ce qui est bon pour soi par le goût, qui est un sens qu'on a élargi. Eh bien, donc là, on mange pour remplir un sac, hein, et sans aucun discernement. Et là, on rentre dans toute une société de jeunes qui vont se préparer des pathologies parce qu'on ne peut pas manger impunément des éléments qui sont bourrés de chimie et de conservateurs. Et c'est la fin de cette émission avec la dernière page promotionnelle. Ce soir, notre invité, Ludmilla Desbardeaux, avec Louis Boisson, pour nous parler de l'enseignement de Boris Desbardeaux. Sachez qu'il y a différents ouvrages de Ludmilla que vous pouvez retrouver. Vitalité, graines germées, la névraxologie, thérapie par les sangsues, Amaroli, tester l'urinothérapie, l'œil, messager des 3 corps, l'oreille et sa santé, santé par le nez. Autant d'éléments que vous pouvez retrouver sur le site de Ludmilla, ludmilladebardeaux.com, que je vous épelle, Ludmilla, Ludmi2LA, 2DE, Bardot, B-A-R-D-O. Ludmilla de Bardot, tout attaché en un mot.com. 2 numéros de téléphone, celui de Ludmilla, le 06 10 52 32 94, le 06 10 52 32 94, celui de Louis, le 06 72 62 33 10. Je répète, le 06 72 62 33 10. Différents événements qui vous sont proposés, 2 stages au choix et où, hein, ça dépend, le 14 et le 15 mars, ainsi que celui du 9 et 10 mai. L'occasion de faire ces stages dans le 15e arrondissement, au programme entre autres méditation, respiration et ainsi que marche pharaonique. Ludmilla et Louis seront présents au salon Vivre Autrement qui a lieu au Parc Floral de Paris du 20 au 23 mars. Ils seront au stand de Bardot Eau Active. Ils vous proposent différentes marches pharaoniques, de vous y initier. Le vendredi, le samedi, le dimanche, le rendez-vous est donné à 17h à la porte K. Et le lundi, le rendez-vous est donné à 15h, toujours à la même porte. Et voilà, je pense avoir tout dit. Fin de cette dernière page promotionnelle. Ludmilla
Léla, Louis, un grand merci pour cette émission. Merci. Merci Laurent. Je vous souhaite de passer justement un bon séjour pour vivre autrement, hein. Ça va être, à mon avis, beaucoup d'événements avec ce début du printemps, avec l'éclipse de vendredi. Je ne peux que vous souhaiter le meilleur. Un grand merci pour votre venue. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. La suite de nos programmes sur ici-maintenant.com et retour sur la bande FM ce soir avec l'antenne libre de Lisandre. Bonne soirée. Bonsoir à tous, le magazine Santé et Spiritualité tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant 95.2 FM, ici-maintenant.com pour nous écouter via Internet.